Hmm, Tiens, vous voilà, voyageurs. Nous voici à notre 10e histoire. Ah, à mes yeux, ce n'est pas rien. Je suis plus que ravi de constater que mes contes vous intéressent à ce point. Puis, je dois avouer que grâce à eux, vous cassez ma solitude et mon ennui. Ah, oui, je crois que je commence même à m'attacher un peu à vous. Enfin, assez de sentiments et passons à ce pourquoi vous êtes présents. Pour ce soir, j'avais envie de vous parler de quelque chose de particulier, car nous allons voir un événement qui a mené à la création de quelque chose que nous reverrons ensuite. Mais n'allons pas trop vite. Nous allons ainsi repartir dans vos contrées lors du Moyen Âge. En ces temps, le désir expansionniste était monnaie courante chez les souverains, tandis que de nombreuses terres restaient inhabitées, voire même inexplorées. C'est dans ce contexte qu'un roi voulut faire bâtir un nouveau village dans un coin quelque peu reculé, à la lisière d'une forêt où personne n'avait encore mis les pieds. Enfin, officiellement en tout cas. Le but était bien sûr d'établir une présence humaine, permettant ainsi de réclamer la propriété de la terre, mais également avoir une position stratégique en cas de guerre. Ainsi, le monarque envoya des charpentiers, des bûcherons, des forgerons, mais également des troupes de soldats. Ah, ne soyez pas étonnés. Nous parlons d'une terre sauvage, encore vierge de l'occupation des humains. En cas d'attaque, que ce soit d'animaux sauvages ou de brigands, il allait bien falloir protéger le convoi puis les travailleurs. Le roi mit donc plusieurs semaines à trouver toutes les personnes nécessaires à un tel projet, car, en plus des corps de métier que j'ai cités précédemment, il fallait également trouver des personnes et même des familles pour peupler l'endroit. Le convoi fut mis en place, puis il voyagea 2 jours entiers, arrivant à l'emplacement prévu à la tombée de la nuit. Un campement fut établi, ainsi que des tours de garde organisés en binôme, puis la nuit se déroula sans le moindre incident. Pourtant, l'un des gardes aurait juré d'avoir vu des petites lueurs jaune-orangées bouger au fond de la forêt, entre les fourrés. Il aurait même cru entendre de légers grognements lointains, mais il se rassura en se disant qu'il s'agissait tout simplement de la fatigue accumulée par le voyage. Des travaux commencèrent tôt le lendemain matin et se poursuivirent jusque tard le soir. C'est ainsi que la construction se déroula pendant plusieurs semaines. Au début, tout se passa sans le moindre problème. Mais au bout de quelques jours, un ouvrier manqua à l'appel. Cela suscita quelque peu d'inquiétude, mais ce ne fut pas la panique pour autant. Une petite équipe fut mise sur pied afin de retrouver l'homme, mais elle n'était que de 3 soldats et les recherches ne durèrent qu'une seule journée. Le contremaître ne voulait aucun retard dans la construction du village. Après tout, s'il y en avait eu, il en aurait été de sa responsabilité, et cela aurait été à lui de rendre des comptes devant le roi. Bon, je ne vais pas vous surprendre, mais il faut dire que les recherches se sont révélées infructueuses. Ceci étant dit, cette disparition ne souleva pas vraiment d'inquiétude, mais elle souleva tout de même des rumeurs. Les autres ouvriers étaient convaincus que l'homme s'était égaré à la suite d'une soirée trop arrosée, ou bien même qu'il avait déserté le chantier. En clair, ce n'était pas leur problème. Pendant un temps, les jours passèrent sans nouvel incident. Cependant, au fur et à mesure des nuits,
des hurlements nocturnes dans la forêt commencèrent à se faire entendre et à distiller une certaine angoisse parmi les travailleurs. Mais la présence des soldats suffisait à les rassurer. Enfin, dans une certaine mesure, disons. Ces hurlements bestiaux soulevaient des interrogations, mais personne n'osait s'aventurer dans la forêt, surtout de nuit, afin d'en comprendre l'origine. La seule réelle conséquence qu'eurent ces sons fut le maintien et même le renforcement des tours de garde. Jusqu'à ce que, environ une semaine avant la fin des travaux, une nouvelle disparition eut lieu. Cette fois-ci, ce fut l'un des plus jeunes charpentiers présents dans le village en construction. Ce dernier n'était âgé que de 19 ans. Par conséquent, son absence souleva plus d'interrogations que la précédente. Mais il n'y eut pas davantage d'inquiétude. Le peu de personnes osant émettre l'hypothèse que cette disparition pouvait avoir un lien avec les hurlements nocturnes se trouvaient rapidement être moqués, pointés comme des peureux s'inquiétant point rien. Comme la première fois, la battue ne permit pas de retrouver le disparu. Cependant, un soldat trouva des traces de sang derrière des buissons à proximité des premiers bâtiments. Il en informa son capitaine qui décida de renforcer les rondes nocturnes. Selon lui, le jeune charpentier avait simplement dû vouloir se promener pour se changer les idées et avait dû se retrouver face à des loups. Il décréta qu'une grande chasse serait organisée une fois les travaux achevés afin de mettre le village en sécurité. C'est donc dans ce contexte que ces derniers s'achevèrent la semaine suivante et, le plus important, dans les temps. Les derniers habitants arrivèrent même pour l'occasion et le village fut baptisé. Pour célébrer l'événement, une messe fut organisée à la nuit tombée. L'euphorie avait pris le cœur de tout un chacun, si bien que la vigilance des soldats commença à diminuer. Par ailleurs, certains avaient même laissé cette euphorie les emporter dans des breuvages alcoolisés durant la journée. Le soir venu, il n'y en avait qui tenaient à peine debout. Oh, pauvres hommes. Le soleil se coucha, puis peu à peu, l'église reçut les habitants de ce village flambant neuf. Cependant, l'édifice n'était pas suffisamment grand pour tous les accueillir. Par conséquent, quelques personnes durent rester à l'extérieur. Le soleil disparut derrière l'horizon, tandis que la lune en sortait, et la célébration put débuter. Les chants résonnaient sous la voûte, couvrant les prières soufflées en murmures par les habitants. Les flammes des bougies oscillaient paisiblement, presque en rythme avec les paroles prononcées par les religieux dirigeant la célébration. Une bonne heure s'écoula, puis tout à coup, les portes s'ouvrirent avec fracas lorsqu'un soldat fut projeté au travers. Lorsqu'il retomba entre les bancs, les gens, quelque peu choqués, purent voir que son armure avait été arrachée, son corps couvert de profondes lacérations et son visage était en partie dévoré. L'horreur et la stupéfaction prirent les habitants qui se tournèrent alors comme un seul homme vers l'entrée. C'est à cet instant qu'ils purent voir une étrange silhouette entrer d'un pas chancelant. Une créature extrêmement maigre, sans queue, aux membres allongés et semblant être couverte d'une fourrure quelque peu éparse composée de poils longs et rêches. Le passage du soldat projeté à l'intérieur de l'édifice avait éteint les bougies du hall d'entrée, empêchant ainsi les villageois de pouvoir clairement identifier ce qui s'approchait d'eux. La seule chose qu'ils pouvaient distinguer avec certitude
étaient des grognements gutturaux résonnant entre les murs de pierre. Il ne fallut pas longtemps pour que la panique s'installe. Un soldat s'interposa, brandissant son épée, sommant à la créature de s'arrêter. Mais celle-ci se contenta de pousser un hurlement bestial avant de se jeter sur le pauvre homme avec une férocité peu commune. Les cris d'effroi fusèrent et les mouvements de foule commencèrent. Les gens se bousculaient, couraient dans tous les sens à la recherche d'une échappatoire, créant un chaos ambiant qui parut quelque peu désorienter la créature qui ne savait plus où donner de la tête. Celle-ci se contenta alors de simplement se jeter dans la foule et de porter ses crocs sur la première personne à la portée de ses mâchoires. Certains purent alors en profiter pour quitter l'église et tenter d'aller se réfugier chez eux. Mais très vite, ils se trouvèrent nez à nez avec d'autres monstres en train de se repaître des pauvres malheureux qui n'avaient pas pu assister à la cérémonie. Le village était devenu un immense charnier. Ils comprirent vite qu'il n'y avait plus nulle part où se cacher. Le capitaine des gardes, quant à lui, était encore dans l'édifice, essayant avec grande peine de garder le contrôle de la situation. Il se posa face à la créature, prêt au combat. Celle-ci releva la tête vers lui, ses yeux cuivrés soutenant son regard, puis elle se redressa et commença à avancer lentement dans sa direction. Le capitaine était un soldat aguerri. Il avait déjà combattu durant des guerres, et même s'il n'avait jamais dû faire face à une telle monstruosité, il était persuadé de remporter cet affrontement. Tous deux se firent face un instant, puis le monstre se jeta sur sa proie en un éclair, mais celle-ci avait encore de bons réflexes et abattit son épée au même moment, fendant ainsi son crâne. Malgré cela, la créature continua de bouger quelques instants, avant d'être simplement pris de spasmes, puis d'enfin s'effondrer au sol. Tristan, le capitaine, retira son arme de la tête du monstre luboïde avant de se diriger vers l'entrée afin de faire revenir les survivants à l'intérieur. C'est alors qu'un bruit de verre retentit derrière lui. En se retournant, il put constater qu'une créature venait de passer au travers de l'un des vitraux, se jetant alors sur le peu de gens encore présents qui s'étaient prostrés dans un recoin, priant pour leur salut. Tristan prit une Bible au sol et la jeta sur elle afin d'attirer son attention. Un succès. Le monstre se tourna dans sa direction avant d'avancer vers lui d'un air menaçant, marchant entre les bancs et les corps en lambeaux. Notre cher capitaine se tenait fin prêt, sûr de lui, trop même. En effet, lorsque le lycan se lança à l'attaque, il ne le fit pas aussi rapidement que le précédent, et l'homme, quant à lui, avait trop anticipé. Il frappa trop vite, par conséquent, trop tôt. Il se retrouva alors plaqué au sol, la créature efflanquée au-dessus de lui, la gueule dégoulinante d'un mélange de bave et de sang frais. Elle semblait se délecter de l'instant, savourant la peur de sa victime, avant de se nourrir de sa chair. Ses grognements résonnaient, tandis que ses crocs s'approchaient, et au travers de ses yeux orangés, Tristan put voir la mort lui tendre les bras. Il avait peur, bien sûr, mais ce n'était pas un couard, et il avait bien l'intention de la regarder dans les yeux. Mais soudain, la créature s'immobilisa. Le capitaine s'était tellement focalisé sur le fait de faire face et mourir avec courage qu'il n'avait fait attention à ce qui se passait autour de lui. Le monstre s'effondra à ses côtés
et il put alors voir une jeune fille aux cheveux roux et aux yeux noisettes, tenant sa dague dans les mains, l'air effrayé. La lame était couverte de sang. Elle l'avait plantée dans la tête du prédateur afin de sauver le soldat. Celui-ci se releva rapidement avant de poser les mains sur les épaules de sa jeune sauveuse et de lui demander ce qu'elle faisait encore là. Elle lui expliqua qu'elle s'était cachée sous les bancs pour échapper à la menace, après avoir vu ses parents se faire attaquer puis dévorer. Et enfin, lorsque lui était tombé, sa dague avait glissé jusqu'à elle. Elle avait attaqué avec la force du désespoir. Tristan lui laissa leurs larmes et lui promit de l'emmener en sécurité. La jeune fille, du nom de Mathilde, le suivit alors dans les couloirs de l'église. Le capitaine était sûr qu'il y avait une salle où elle pourrait être en sécurité, le temps que lui et ses hommes repoussent l'attaque. Mais au détour d'un couloir, ils ne se retrouvèrent nez à nez avec l'une de ces monstruosités, éclairée par la lueur de la lune perçant au travers d'une fenêtre. En les voyant, elle s'approcha d'eux, le regard perçant, ses grognements faisant frémir la jeune fille. Tristan se plaça devant elle, l'épée brandie, et cette fois-ci, il était bien décidé à ne pas commettre la même erreur. Il observa avec attention chaque geste du lycan, ses propres muscles étant tendus comme la corde d'un arc. Ce dernier poussa un hurlement bestial, et à l'instant où il s'apprêtait à bondir, Mathilde lança sa dague. Bien sûr, elle était jeune, et elle l'avait donc lancée n'importe comment. Néanmoins, le manche heurta son crâne, le dérangeant suffisamment pour lui faire rater son saut et offrir au capitaine une magnifique occasion de lui porter le coup fatal. Une fois cela fait, il rendit l'arme à sa nouvelle propriétaire et la félicita pour son courage, tout en lui disant de faire preuve davantage de prudence. Il prit alors un instant pour réfléchir. Si l'une de ces créatures s'était retrouvée dans ce couloir, cela signifiait que ce n'était pas sûr. Et il décida alors de retourner dans la nef et de cacher Mathilde dans un confessionnal. En y arrivant, ils purent voir que des soldats et quelques villageois restants étaient venus se réfugier là, probablement en pensant qu'en ces lieux, le Seigneur les protégerait, malgré le carnage qui y avait déjà eu lieu. En voyant leur capitaine, les soldats hurlèrent soulagés, tout comme ce dernier le fut en constatant qu'il restait des survivants. Comme prévu, il ordonna à Mathilde de se cacher dans le confessionnal, tandis que lui et ses hommes se préparaient à faire face aux créatures s'approchant de l'église, leur dernière proie s'y étant réfugiée. Elles s'entraînent, leurs grognements gutturaux résonnant dans toute la nef. Les villageois restants s'étaient armés d'armes trouvées sur les corps, mais certains n'avaient que des fourches et des torches. Je sais, c'est un peu cliché, mais que voulez-vous? Ils n'avaient que ça. L'une des créatures surgit de l'un des couloirs et se jeta sur l'un des habitants qui n'avait justement qu'une torche pour se défendre. Bien entendu, il ne faisait pas le poids et celui-ci se fit déchirer le ventre d'un revers de la main. Néanmoins, en faisant cela, le monstre fit basculer la torche sur son bras et il prit immédiatement feu. En effet, il semblait bien que les longs poils rêches recouvrant leur corps étaient particulièrement inflammables. En voyant leurs congénères brûler, les lycans parurent hésiter, mais cela provoqua également une rage incommensurable et ils commencèrent à se jeter sur ceux qui ne portaient pas de feu. Une scène de combat débuta alors, les hommes résistant autant qu'ils le pouvaient.
et surtout aussi bien qu'ils le pouvaient. Les civils, bien sûr, ne firent pas long feu, mais certains d'entre eux purent tout de même blesser et brûler quelques-uns de leurs assaillants. Les soldats purent tenir, mais ils tombaient les uns après les autres, tandis que l'afflux de créatures luboïdes continuait dans l'église. La bataille fut longue, et Mathilde la regarda au travers d'une grille présente sur le confessionnal. Les soldats luttèrent valeureusement des heures durant, leur nombre se réduisant au fur et à mesure. Mais ils commençaient à se retrouver acculés et submergés. Au bout de plusieurs heures, seul restait Tristan ainsi qu'une poignée de créatures. Il était debout devant l'autel, prêt à faire face à son destin. Elles lancèrent donc l'assaut sur le capitaine épuisé, mais malgré la fatigue, ce dernier lutta de toutes ses forces, et alors qu'il allait se retrouver dominé, Mathilde intervint, jetant des bibles qu'elle enflammait sur un chandelier se trouvant proche d'elle, brûlant quelques-uns des monstres restants et détournant l'attention des autres. Voir Tristan lutter ainsi lui avait servi d'exemple, et il ne restait plus qu'elle et lui. Elle ne voulait pas mourir prostrée de peur dans un confessionnal. C'était le tout pour le tout. Le capitaine put profiter de la diversion pour attaquer, mais il ne put empêcher certaines créatures de se lancer sur la jeune fille. Celle-ci jeta par réflexe le chandelier sur les monstres qui, de par leur proximité, prirent feu tous ensemble. Enfin, seul un échappa au brasier et put donc se jeter sur elle. Néanmoins, elle parvint à retourner dans le confessionnal. Le lycan perça alors la porte avec sa tête, essayant tant bien que mal de l'atteindre, mais celle-ci en profita pour lui planter la dague entre les deux yeux, le tuant sur le coup. Elle prit un instant pour reprendre son souffle, puis elle quitta sa cachette. Le silence régnait. Elle regarda en direction de l'autel et vit Tristan, à bout de souffle, debout au milieu des cadavres des villageois, des soldats et des lycans. Il semblait reprendre ses esprits. Enfin, la nuit noire avait pris fin. Tout était calme, et les premières lueurs de l'aube passèrent au travers des vitraux. Il s'approcha de sa jeune protégée, puis tous deux quittèrent l'église sans prononcer le moindre mot. Ils furent accueillis à l'extérieur par la lumière orangée du lever du soleil, éclairant également le carnage qui avait eu lieu dans les rues. Mais aucun d'eux ne savait quoi dire face à un spectacle aussi morbide et macabre. Ils quittèrent donc le village sans se retourner, et à pied, car même les chevaux avaient été attaqués. La route de retour fut longue, mais le capitaine put retourner auprès du roi et enfin lui raconter toute l'histoire. Bien évidemment, celui-ci ne le crut pas et envoya des hommes afin de vérifier ses dires. Lorsque ceux-ci revinrent, ils purent confirmer le récit, rapportant même le corps de l'une des créatures que Tristan avait nommée Sombre Bête. Le roi fut perplexe. Si de tels monstres existaient, il allait falloir apprendre à se défendre contre eux. Il décida donc de charger Tristan de la construction d'un ordre, une unité de soldats capable de tenir tête à ce genre de menace. Celui-ci accepta, mais à la seule condition qu'il puisse former Mathilde afin qu'elle en fasse partie. Bien entendu, la demande surprit. Les femmes n'étaient pas vues comme des combattantes en ces temps-là, et encore moins quand elles étaient enfants. Après tout, Mathilde n'avait que 12 ans à cette époque. Néanmoins, le fait que justement, à cet âge, elle ait pu tuer
elle-même plusieurs de ces créatures joua en sa faveur, et la requête fut acceptée. Ainsi, l'entraînement de la jeune fille commença, et avec cela, Trista forma donc un ordre secret qu'il baptisa l'Ordre de la Nuit écarlate, nom qui rappellerait toujours son origine. Ah oui, voyageurs, nous reverrons cet ordre. Avec Tristan et sa fille adoptive, bien sûr, mais pas seulement. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas lors de notre prochaine histoire que nous les reverrons, car bien que nous serons encore dans le thème de la chasse, cela n'aura rien à voir avec l'ordre de la nuit écarlate, ou même les créatures que nous avons vues ce soir, les sombres bêtes. Non, nous parlerons de la grande chasse. À bientôt, voyageurs. Soyez vigilants. Je souhaite bien vous revoir revenir, car l'épouvantail aura toujours une histoire pour vous.